tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. C'est avec une immense joie que je reprends le micro pour Canal M. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Marjorie Théodore de Montréal et moi du Bas-Saint-Laurent partageons l'animation de cette émission. Je vous ferai découvrir des femmes d'inspiration qui ont contribué à l'essor de notre merveilleuse région. Aujourd'hui, mon invitée est une femme pour qui j'ai une immense admiration. Généreuse, chaleureuse, marrante, idéaliste et parfois cynique. Docteur Delphine Plassard est anesthésiste à l'hôpital de Matane. L'humain est au centre de sa pratique. Bonjour Delphine Plassard, bienvenue à Vivement les femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation car je sais que vous n'aimez pas parler de vous. Oui, bonjour Marthe, effectivement, c'est un bel effort de ma part, mais merci de l'invitation. Et nous apprécions davantage. Vous avez obtenu votre diplôme en 2001 en France. Vous êtes arrivé au Québec en 2017. Ce qui vous caractérise est la douceur, la chaleur et la générosité que vous offrez à vos patients. En d'autres mots, le contact humain authentique dont nous avons tant besoin avant une opération, ce côté protecteur, rassurant qui nous permet d'envisager l'expérience dans la bienveillance. Et parlant de bienveillance, vous êtes l'initiatrice de l'implantation de casques de réalité virtuelle comme un outil thérapeutique à l'hôpital de Matane. C'est une première au Québec. Alors, bienvenue Delphine Plassard. Donc, dans quelle région de la France êtes-vous née? Je suis née en région parisienne, dans une ville qui malheureusement est un peu connue sous le nom de Neuilly-sur-Seine, parce que comme c'était la ville où Nicolas Sarkozy a été maire avant d'être élu président, oui, c'est vrai. Voilà, ça situe un petit peu, mais c'est un pur hasard de la vie, parce que mes parents n'habitaient pas Neuilly-sur-Seine à ce moment-là, et puis j'ai surtout grandi dans le nord de la Bourgogne, pas loin d'une ville qu'on appelle Sens. Et est-ce que cette région-là a été propice au développement de l'enfant que vous étiez? J'étais dans un cadre, on va dire, campagnard, sécuritaire, dans le sens où c'était l'époque au siècle dernier, on pouvait faire du vélo sans risquer de se faire renverser si souvent que ça, où les parents nous disaient tu vas pas au-delà de telle rue et on obéissait. Mm-hmm. Et puis, j'étais à l'école, je suis un pur produit de l'école républicaine française. C'est-à-dire école maternelle de 3 à 6 ans, puis école primaire publique du village de 6 à 11 ans, collège auquel mon village était rattaché de 11 à 14, 15 ans, et puis le lycée où dépendait ma commune, pareil, de 15 à 18. Et qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents? Ma mère était professeure de mathématiques dans le collège où je suis allée, et mon père était ingénieur chimiste. Est-ce que ça a influencé votre choix de carrière? Pour ne pas faire prof, oui. Et pourquoi pas? Non. Et puis, encore que j'ai fini par faire de l'enseignement après, mais je pense que c'est d'autres choses que d'enseigner à des gens qui sont intéressés par ce que l'on dit plutôt que d'enseigner ce que l'on doit à tout le monde. Parce que enseigner à des élèves infirmiers, donc qui ont fait un choix de carrière, ils ont forcément un intérêt agrandi par rapport à des gamins, les gamins, c'est merveilleux, mais il y en a qui aiment les maths, il y en a d'autres qui aiment l'histoire géo, il y en a qui aiment l'art, le dessin. Enseigner le théorème de Pythagore à un futur dessinateur, ça pourra peut-être plus lui servir que celui qui fait l'histoire géo, mais enfin bref. Ouais. Donc c'est ça. Et puis, ingénieur chimiste, oui et non, dans le sens où mon père, c'est une encyclopédie vivante. Il a fallu que je sois en 3e année de médecine pour arriver à le caler sur une question de médecine précisément. Mais par contre, ce qu'il faisait lui... J'ai attendu 23 ans pour qu'il me donne sa carte de visite et que je comprenne exactement quel était son rôle au sein de l'entreprise. Je sais qu'il était souvent accaparé par son travail. Voilà. Comme votre mère. Aussi, mais différemment parce que ma mère était accaparée mentalement par son travail. Parce que physiquement, elle était beaucoup plus à la maison, mais elle était occupée à préparer ses cours, à corriger ses copies, parce qu'elle était...
c'est une famille de travailleurs, ça c'est certain. Oui. Mhm. Est-ce que vous avez manqué de ces parents-là, de présence ou d'attention ou de... Comme ils étaient... Ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'était des carriéristes. Hein? Carriériste, non. Mon père était... Moi, j'ai été éduquée à le patron. Il n'était pas patron de l'entreprise. Il était, on va dire, cadre dirigeant. Pour lui, on est chef par l'exemple. Donc, il fallait qu'il soit le premier arrivé à la job et le dernier parti. Et puis, comme il était responsable de la sécurité du site, il était d'astreinte déjà. C'est lui qui m'a appris le mot astreinte assez jeune dans ma vie. Et donc, il pouvait être appelé en pleine nuit pour aller voir s'il y avait quelque chose, une fumée suspecte ou quoi que ce soit. Et ma mère, elle, c'est la prototype on va dire, de la féministe des années 70 qui aurait voulu... qui avait tout en même temps, savoir qu'elle voulait son indépendance financière, donc elle travaillait. Oui. Mais elle n'avait pas encore compris qu'il fallait aussi éduquer son homme pour le partage des tâches ménagères. Donc elle avait vraiment 2 jobs en même temps, quoi. Donc c'est clairement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, les parents. D'autant plus que ils sont issus de familles travaillantes, elles aussi, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens. Ils sont 2 autodidactes. Donc, l'un l'autre, c'est par leur travail et leur acharnement qu'ils en sont arrivés là. Et ça fait partie des choses qu'ils nous ont appris, oui. Et dites-moi, vers quel âge vous avez pensé devenir médecin? À 14 ans. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enterré un de mes camarades de classe au CE2, c'est-à-dire j'avais 8 ans, en primaire. Et puis, à 14 ans, je venais d'enterrer mes 2 grands-mères, en même pas 6 mois d'intervalle. Et en fin de compte, plus un autre camarade de classe de mon frère. Et j'en avais, pour faire simple, assez de voir mourir les gens autour de moi sans être capable de rien faire. Donc, médecine, c'était une porte pour vous de les aider ou de prolonger leur vie? Non, c'était peut-être plus une manière de se rendre utile, peut-être, d'essayer de prolonger la vie, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'y avoir cru. Mais, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il fallait que j'essaie de faire quelque chose, quoi. Donc, médecine, puis en cours de route, vous avez décidé d'aller dans une spécialisation. Oui. Mais à l'époque, il fallait passer l'examen d'internat pour avoir accès à la spécialisation. Et bon, on l'a, tant mieux. On espère avoir la spécialisation qu'on veut. Et puis si on le rate ou on décide de ne pas le passer, on est omnipraticien. Ce en quoi ça ne m'aurait pas dérangé d'être omnipraticien, même si j'avoue que j'aurais préféré avoir une pratique telle qu'on l'a fait ici, à Matane, en Bas-Saint-Laurent, etc., avec justement... cette pratique riche et multiple, variée, que être juste recopieur d'ordonnances et puis orientateur vers les spécialistes, quoi. Docteur Plassard, vous avez dit « J'ai fait anesthésie parce que je ne supportais pas de voir les patients souffrir. » Oui, effectivement. J'ai eu, au cours de mes stages d'externe, c'est-à-dire quand on est étudiant, parce qu'en France, je ne sais pas si c'est le même système ici quand on est étudiant, mais nous, on a 2 ans de premier cycle, on est strictement à la faculté, avec à la fin de la première année, le concours de sélection qui nous donne le droit de continuer ou pas, et où il y a 90% d'échecs. Et passer les deux années, on attaque une formation en alternance finalement, avec le matin à l'hôpital en stage, et l'après-midi, on continue les cours. Et donc, au cours de ces stages, j'ai eu l'occasion de commencer à côtoyer des patients, et autant
gamine, j'ai eu quelques chutes et diverses entorses et autres que je traitais moi-même, on va dire, déjà à l'époque. Et j'ai en tête notamment un patient en stage de neurochirurgie où ce samedi-là, il y avait la grève des anesthésistes. Et ce patient-là, le neurochirurgien faisait sa chirurgie sous anesthésie locale. Sauf que la locale, ça marche pour le scalp, mais ça marche pas forcément pour ce qui est en dessous, surtout quand il y a une infection. Et à chaque fois que le chirurgien me disait de peser sur le cautère, j'entendais le patient qui faisait « Aïe !» comme ça. Et moi, ça m'a retourné. Et avec le chirurgien, c'est le côté un peu cynique de certains qui fait... qui disait au patient « Mais arrêtez, vous êtes en train de faire peur à ma pauvre stagiaire. » Et je suis littéralement sortie de la salle à quatre pattes. Et au fond de moi, je me suis dit « Plus jamais ça. » Ah, et c'est là que vous avez décidé de faire anesthésie? Ça y a fortement contribué, certains. Après, c'est vrai que quand je suis passée en orthopédie, ils voulaient me garder en orthopédie. Quand je suis passée en neurologie, ils voulaient me garder en neurologie. Quand je suis passée en médecine interne, ils voulaient me garder, en maladie infectieuse, ils voulaient me garder en maladie infectieuse. Parce que j'étais un bon externe intéressé, parce que je suis plus douée en stage que dans les livres, donc... la pratique, hein? La pratique, moi j'ai besoin du contact pour comprendre ce que je lis, quoi, en fait. Delphine Plassard, est-ce que vous considérez que vous êtes une personne hypersensible? D'après les quelques définitions d'hypersensible que j'ai lues, je dirais oui. Ça me rentre dedans au sens physique, bien souvent. Et j'ai des émotions parfois difficiles à gérer, ouais. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec votre choix de carrière? Où on a l'impression que les médecins ont ce côté-là, je dirais pas dur, mais détaché. Distant? Oui, voilà, être capable de prendre du recul. On se dit, on est là pour aider, pour guérir. Donc, ça fait mal, mais il y a comme une espèce on a l'impression, en tous les cas, qu'il y a une espèce d'absence d'émotion ou de... C'est pas le cas pour vous, hein? Chacun se défend comme il peut. Chacun réagit comme il peut. Moi, après... j'aurais peut-être pas pu faire médecine dans les siècles d'avant sans l'anesthésie, parce que je me souviens d'un film qui regardait mon père, et puis j'avais dû passer 3-4 fois dans le salon ce soir-là parce que j'avais besoin de je sais pas quoi. Et ça s'appelait le serment, parce que ça parlait justement du serment d'Hippocrate. Et à chaque fois le hasard a fait qu'à chaque fois que je suis rentrée dans le salon, il y avait une scène de torture ou de douleur intense. Et là, avec une phrase qui était... Entre les deux soi-disant étudiants en médecine de l'époque, il faudra bien s'habituer quand on sera médecin à voir souffrir nos patients. Voilà. Donc, c'était déjà dans... Et donc là, moi, je me suis dit, même pas en rêve, quoi. Et puis, on est au 21e siècle. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai subi déjà 4 réformes hospitalières. Mais au moins, il y avait le plan hôpital 2002-2007 où la douleur était en priorité pour les institutions. C'est-à-dire que le gouvernement avait dit, non, là, vous faites quelque chose pour la douleur. Et donc, quand j'avais parfois un patient qui n'était pas suffisamment soulagé à son goût après une prothèse, ça me valait une lettre de plainte. Ah, pour vrai? De la part du patient. D'accord. C'est pour ça que quand arrivant en stage ici, j'ai entendu dire, oui, il vient d'être opéré, c'est normal d'avoir mal. Non. On en parlera plus tard, la différence entre la France et le Québec, parce qu'il y en a toute une. Il y en a toute une. Et puis, après... oui, sensible, oui. J'aime beaucoup ma solitude, j'aime beaucoup ma nature, j'en ai besoin. Et puis voilà, quoi. Après, non, l'anesthésie, j'ai fait anesthésie réanimation. Enfin, au départ, j'avais fait mon tout premier stage d'externe, j'étais avec les réanimateurs chirurgicaux à l'hôpital de Dijon. Et là, j'avais l'impression de bosser avec Superman, quoi. Parce que ces gars-là, ils savent tout faire. Ils savent le neuro, ils savent le digestif, ils savent le pulmonaire, le cardiaque, le rénal, ils savent tout. Et ils font des choses, ils mettent des cathéters, des tuyaux, des trucs partout aussi. Et puis après, ils étaient là, ils étaient super gentils avec moi, ils me montraient plein de choses, ils me mettaient des tuyaux de côté pour que j'apprenne à les mettre, etc. etc. Mm-hmm. Et puis après, quand je suis passée dans les autres stages, c'était pas mal, mais il manquait un petit quelque chose. Mm-hmm. Et vous parlez des hommes, Delphine, je vous interromps, mais vous parlez des hommes et je me demande si la médecine pour les femmes est différente de la médecine pour les hommes. Ça reste un milieu encore, je ne sais pas ici, mais en tout cas en France, à mon époque, au moment de l'étudiant, c'était encore extrêmement macho. Et une fois
Une fois installé, oui. Quand vous avez un homme et une femme qui rentrent dans la pièce, la femme est par définition l'infirmière, l'homme est par définition le médecin. Ah oui, d'accord. Même si l'homme qui est rentré est en fait le Infirmier. préposé Ok, oui. et la femme est le médecin. Ouais. OK. Donc, il y a encore ça qui Ça perdure. reste encore, ça perdure Ça, encore. c'est auprès des patients. Donc, c'est les Aussi. patients. Mais dans le domaine médical, Aussi. il y a aussi... OK, Ah oui, même oui. chose. Oui, oui, avec des remarques. Si ça peut intéresser les personnes sur le sujet, il y a un jeune bédéiste là qui faisait sa faculté de médecine en dessinant sa bande dessinée, qui s'appelle VDC pour Vide Carabin, qui explique très bien, notamment parce qu'il a les anecdotes de sa blonde, que oui, le sexisme existe. Quand on est une femme en médecine, on se fait expliquer qu'il faut pas avoir envie de faire des gamins, que... Ah oui, d'accord. Oui, à ce point-là, OK, oui. ça Parce part que comme ça. forcément, ah bah non, tu vas vouloir être enceinte, tu vas être absente, il va falloir qu'on compense. Et puis, Ouais, c'est ouais, clairement nommé, hein? Ah oui, clairement, ça, ils s'en cachent même pas. Plus, pour peu qu'on soit un peu doué, il y a des histoires de promotion canapé, enfin d'office, quoi. Il faudrait, alors que non, on essaye juste de faire notre travail. Oui. Et si pour la même chirurgie, il y a un interne homme et une interne femme qui sont postulants pour la faire, ça va être lui qui va passer en premier dans 90% des cas. Oui. Carrément. Ah oui. Et est-ce que c'est difficile, justement, la vie de couple, quand on est médecin? Ben, il faut que l'autre arrive à comprendre que les gardes, ça existe et c'est pas parce qu'on est en garde et occupé à l'hôpital qu'on est forcément infidèle. Mhm. Et puis, il faut aussi arriver à comprendre que on n'est jamais que des êtres humains. Donc, j'ai connu l'époque où on commençait la garde le samedi matin pour la finir le lundi soir. Ah oui. Après, on est fatigué. Oui. Vraiment fatigué. Mhm. Donc, c'est pas toujours compris. Mhm. Et autant, comment je voudrais dire, quand on est aux études, est-ce que c'est plus compliqué? Je pense que vos études ont été quand même un peu laborieuses. Après, moi, j'ai Est-ce sorti que- les rames très tôt, oui. Ah oui? Donc, c'est l'équivalent ou pour vous, ça a été plus difficile pendant les études ou après avec la pratique? Oh, pour moi, ce sont les études qui ont été plus compliquées, mais ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, un jour à la fois. Alors qu'une fois que j'étais en poste, Mhm. c'était physiquement difficile, mais au moins je savais ce qu'il fallait faire. Oui. C'est ça la grosse différence. Mhm. Mais de toute façon, travailler de 6h du matin à minuit tous les jours, je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Mhm. Et justement, on va revenir sur ça, de quelle manière ces horaires-là peuvent débalancer le métabolisme. Oh, ça c'est facile. Je m'étais posé la question d'avoir une chirurgie bariatrique et j'avais un bilan sanguin à faire. Et je l'ai fait un jour où c'était facile, à 6h du matin. J'étais de garde, j'avais l'infirmière, tout ça. Et mon nutritionniste m'a dit, fais-le au repos. On y revient plus tard. Pourquoi, docteur Delphine Plassard, avoir choisi le Québec? Parce que depuis que je suis toute petite, quand j'entends le mot Canada, quand j'entends le mot Québec, quand j'entends l'accent québécois, c'est comme si je tendais l'oreille avec « Maman, maman, on m'appelle !» Donc, il y a ça. Parce que les Québécois, de France, vous avez une réputation, déjà nos cousins canadiens, nos cousins québécois. Ah oui, qu'on n'aime vous pas êtes- tellement entendre. Hein? Ouais, désolé, mais c'est ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils sont gentils, les Québécois? Mhm. Surtout comparé à un Français, ok, c'est pas difficile, mais... Oh. Non, ok, je n'ai rien dit. Oh, ok. Faudrait
dire que j'en ai quand même marié un. Hein, ouais, mais c'est-à-dire un Français qui vient au Québec, c'est déjà pas le vrai Français de base qui est jamais sorti de l'Hexagone et qui imagine qu'il y a rien d'autre autour. Donc ça, c'est autre chose. Non, mais il y a une image d'Épinal très très forte qui est très attirante en fin de compte. Et pourquoi la Gaspésie et Matane particulièrement? Il faut quand même le faire, hein, parce que vous n'étiez jamais venu au Québec avant. Est-ce que je me trompe? Non, je suis pas venue au Québec avant 2015. Après, oui, il y a un moment, je me suis posé la question effectivement de, OK, si je pars de la France, où est-ce que je vais? Le Canada en tête de ligne. Et donc, je suis venue voir en 2015 pour la première fois. Et puis, au même moment, je n'avais pas encore commencé mes remplacements à ce moment-là, mais j'étais dans un état d'esprit où en France, c'était oh là là. Et puis, à chaque fois que je voyais un petit village au Québec, là, c'était tu te vois t'installer là. Oh ouais! Et c'était ça. Et puis, ce voyage-là, c'était exactement ça. C'était est-ce que l'image d'Épinal que j'ai, ça correspond à la réalité du pays? Et c'était finalement, à mes yeux, encore mieux, quoi. Et je comprends pourquoi on appelle ça la belle province. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et pourquoi la Gaspésie? Suite à ce voyage, j'ai fait les démarches pour avoir le droit de venir travailler ici. Et j'ai envoyé mon curriculum vitae dans tous les 6 du Québec. Et j'avoue aussi du Nouveau-Brunswick, parce que j'aime aussi beaucoup le Nouveau-Brunswick. Oui. Et je voulais venir au Canada. Si vraiment le Québec et le Nouveau-Brunswick n'avaient pas voulu de moi, j'aurais peut-être essayé de postuler au Saskatchewan. Le principal, c'était que je vienne. Oui. Après, j'aurais peut-être pu bouger. Mais j'avoue que je suis très, très bien ici. Oui. Et puis, j'ai eu une réponse de la part de Rouen Noranda. Et une autre réponse de la part de mon cher ami Clément Rouleau de l'hôpital de Rimouski qui m'a dit « Hey, ton CV m'intéresse, viens donc, regarde, choisis entre Notre-Dame-du-Lac, La Pocatière et Matane. » Ah oui, d'accord. OK, parce qu'il avait 3 postes de disponibles. Et puis, La Pocatière, j'étais passée en 2015, justement, donc je voyais où c'était. Je dis « Ah, ça peut être cool, sympa. Témiscouata, c'est beau le Témiscouata, ça peut être cool aussi. » Et puis, je sais pas, mais... Je regarde Google, Matane, je vois Pouxet, je regarde, et puis je vois le fleuve, je vois la rivière Matane. Et puis c'est comme si le mot Matane était en train de flasher sur Google, en train de m'appeler. Là. C'était vraiment impressionnant. Et puis j'ai dit à Clément, Matane me tente bien. Et puis je suis venue me présenter à l'équipe en septembre 2016. Oui. Et là, merveilleux, quoi. Ah oui. C'est merveilleux. Et je suis passée d'abord à Rimouski pour me présenter en personne à Clément Rouleau. Et puis, je m'attendais à devoir me vendre, on va dire. Et puis, c'est lui qui, au contraire, m'a vendu Matane en me disant « Et surtout, tu me tiens au courant !» Ça, c'était très rigolo. Et donc, c'est le fleuve qui vous a attiré. Ah, complètement. Et puis en arrivant à Matane, donc, je fais la connaissance de l'équipe qui est fantastique. En plus, ils avaient sorti le tapis rouge pour m'accueillir. Je n'avais pas eu l'habitude de ça, moi, parce que quand j'étais allée me présenter à Montargis... Dans le nord de la France? Dans le centre Val-de-Loire, là, c'était pas exactement ça, on va dire. Là, c'était, OK, tu veux venir, tant mieux, c'est bien, tu viens quand, mais ça s'arrête là, quoi. Oui, oui. Et puis le petit détail qui est mignon comme tout, c'est que après avoir mis un pied dans l'hôpital, je vais me promener le long de la plage, derrière le Rio Hotel, là, où on m'avait gentiment... installé. Ah oui. Ça, non, c'est vraiment les petits plats dans les grands, c'était waouh. Et là, je regarde le fleuve et je dis, moi j'ai envie de venir, mais toi, est-ce que tu m'accueilles? Ah oui. Et à ce moment-là, je baisse les yeux et juste à mes pieds, j'ai un énorme caillou qui fait quoi, presque 8 pouces de large, là, en forme de cœur. Donc oui. J'ai pris ça pour un oui. Oui, la relation est entamée. Hein? Ah oui. Donc, vous avez été bien reçue en tant que Française. Magnifiquement bien. C'est vraiment on dit le Québécois est sympathique, mais le Gaspésien est tellement accueillant, chaleureux, entraidant. C'est merveilleux d'habiter à Matane, quoi. Donc, vous préférez pratiquer en région? Ah oui. Que dans les grandes villes, Québec, Montréal ou je ne connais pas réellement la pratique dans les grandes villes ici au Québec, mais j'imagine qu'elle est beaucoup plus sectorisée, comme souvent dans les gros établissements, où on est assigné à une spécialité. Et avec une équipe qui fait par définition toujours un petit peu la même chose, par définition d'une spécialité. Et j'ai un cerveau qui ne fonctionne pas comme ça, visiblement. Moi, j'ai besoin de proximité et je m'ennuie si je fais toujours la même chose. Donc, le fait d'avoir une activité plus variée en termes de spécialité et donc de clientèle,
fait que ça fait quand même plus de 30 ans que je travaille, que je me tanne pas, quoi. Et effectivement, donc vous avez été très bien vous êtes intégré rapidement à votre terre d'accueil. C'est tellement facile ici. Les gens, ils sont... Voilà, comment dire, ils sont chaleureux, ils sont accueillants. Pour la première fois de ma vie, je me sentais pas rejetée de quelque part, donc c'était vraiment le fun. Et puis... Et c'est ça qui vous permet aussi, je crois, ce temps-là que vous avez, que vous n'aviez pas en France, d'être près de vos patients. Ah oui. Donc, vous avez le temps je disais au début de l'émission, chaleureuse. On a le temps d'interagir vraiment. Et moi, de créer un contact. Oui, et on parle, tu sais, ils viennent pour une hanche, ils viennent pour une vésicule, ils viennent pour des dents ou autre. On parle souvent de motoneige, de pêche, d'élevage, de plein de choses. Et j'ai appris énormément de choses au travers de mes patients. Parce qu'ils ont toujours des trucs très intéressants à raconter. C'est ça le fun. Et puis votre processus d'émigration, le temps passe tellement vite. Votre processus d'émigration, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il est complété? Complété, non, il me manque ma citoyenneté, mais j'y travaille ardemment. J'espère un jour être une fière Canadienne à défaut d'être une fière Québécoise. Mais si le Québec veut me donner un passeport plutôt que le Canada, je suis pas contre. Hein, mais après, faut faire chaque étape en temps et heure. Donc c'est long. On le sait. C'est long. C'est laborieux. C'est long. À cause des 2 piliers de gouvernement? Oui, et puis surtout, le travailleur temporaire, c'est encore gérable. Mais la résidence permanente, clairement, il faut faire appel à un professionnel pour se faire aider parce que autant le reste, j'ai pu le faire par moi-même, autant là, il m'a fallu l'aide d'un avocat pour le faire. Carrément. Ah oui, vraiment. Et ça coûte un peu. Oui, il faut être honnête. Oui. Mais... Et vous disiez rapidement, en France, je faisais entre 60 et 90 heures par semaine. Selon vos calculs, ça donnait 4 ans de garde à temps plein, donc avec des nuits blanches. Et ici, vous en faites beaucoup moins. Ici, je suis de garde à chaque fois que je prends le bip, donc je suis de garde un jour sur 2, mais par contre, on me dérange beaucoup moins la nuit. C'est ça la différence. On me dérange la nuit et je suis là pour ça, faut être clair. Il ne faut pas hésiter. Et les collègues, j'espère qu'ils n'hésitent pas à me déranger quand ils ont vraiment besoin. Mais la différence, c'est que là-bas, j'étais de garde sur place et que je faisais des 24 heures debout. Et puis même quand j'ai commencé, je faisais des 48-72 heures debout. Ah oui. Et donc, c'est les 4 ans, c'est les 4 ans de nuit en plus de mes 4 ans de mon temps de jour. C'est pas à la place, c'est en plus. D'accord. Donc là, j'ai le temps de profiter. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie du docteur Delphine Plassard, anesthésiste à l'hôpital de Matane. Vous avez dit, docteur Plassard, j'avais 18 mois et mon grand-père m'appelait déjà MLF, qui signifie Mouvement de libération des femmes. Mais pourquoi? Oh, je devais déjà avoir un petit bout de caractère qui pointait. Et puis, je sais que le premier mot que j'ai dit, d'après ma mère, c'est pantalon. Ah donc, oui, pantalon au lieu de papa ou maman. Oui, ah bon? Donc, oui. C'est, quand j'en discutais aussi avec ma marraine, on avait toutes les deux ce même sentiment que quand on est une fille ou une femme dans cette famille-là, c'était assez vite assimilé à de l'esclavage, finalement. Ah oui? Mais je sais que vos parents sont d'origine ma mère, différente. Ouais, ma mère, effectivement, est née de parents catalans qui ont passé la frontière après la défaite face à Franco, effectivement. Mm-hmm. Donc oui, il y a un côté, on va dire, un peu macho espagnol, et elle était, voilà, il fallait... À 18 ans, quand elle voulait aller au cinéma, il fallait qu'elle demande à son petit frère de 10 ans que si lui voulait y aller. Et si lui voulait y aller, elle avait le droit d'y aller. D'accord. C'est comme ça que ça marchait. Il faut être clair, elle n'a pas fait ça avec nous. Hein, mais, non, oui, bien sûr. Mais n'empêche que ça laisse des traces. C'est sûr que bon, j'ai un frère et donc mon frère, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et mon père, lui, est d'origine bretonne aussi. Okay. Donc, c'est... Voilà, quoi. C'est quoi?
mon grand-père, le père de mon père, était le 10e d'une famille de 12 ou 13. Je sais plus, c'est en fonction de si on compte celui qui est mort à la naissance ou pas. Et donc, être 10 ou 12e, enfin 10 sur 12 dans une famille de paysans bretons au début du XXe siècle, pour avoir la possibilité de manger, simplement, comme il était un peu pas trop bête, les jésuites ont dit fais donc l'armée, mon petit gars. Ouais. Et ce qui, pour lui, signifie avoir fait la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine et l'Algérie. Ah oui, d'accord. Donc, il y avait une espèce de il y avait une dureté de vie, voilà. mais à sa place, on n'aurait certainement pas fait mieux. Oui. Et dites-moi, est-ce que vous trouvez que votre grand-père avait raison? Et qu'est-ce que vous ressentiez à 18 mois quand votre grand-père vous disait ça? Est-ce que vous compreniez le sens? Non, mais apparemment, je devais... Ma marraine me disait aussi que quand j'étais petite, je passais mon temps à dire moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est-à-dire que mon frère avait le droit de faire quelque chose, donc moi aussi, il fallait que j'ai le droit de le faire. C'était ça. Un côté plus peut-être revendicatif que vraiment moi aussi je peux, moi aussi je peux. Mais c'est vrai que j'ai jamais réellement compris pourquoi mon frère ayant 3 ans de plus, moi, il fallait que je fasse son lit le matin si lui avait pas eu le temps de le faire. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, c'est questionnant aussi, hein? C'est ça, quoi. Je veux dire que s'il n'a pas le temps de le faire, il se lève 5 minutes plus tôt et puis voilà, quoi. Oui. C'est pareil. Est-ce que vous vous considérez, Dr Plassard, comme une féministe? Alors, j'aime beaucoup le slogan que j'avais vu un jour avec le regroupement des femmes de la région de Matane qui était « Féministe autant qu'il le faudra ». Ah oui, d'accord. Et c'est bien vu, hein? Exactement. Là, oui, je serais féministe tant qu'il n'y aura pas... Et je ne cherche pas la supériorité de l'homme sur la femme ou quoi que ce soit. C'est pas pour rabaisser les hommes, mais je ne vois pas pourquoi on a moins de droits, moins de choses. Il faut... Pour qu'une femme, en général, atteigne le même emploi ou le même statut, il faut souvent qu'elle ait travaillé 2-3 fois plus. Et puis, si elle a un poste de compétence, pour peu qu'elle soit... J'ai de la chance, je ne suis pas... belle. Parce qu'une très belle femme n'a pas le droit d'être intelligente. Docteur Plassard. Non, mais au moins, je pleurais jamais sur ma beauté perdue puisque je l'ai jamais eue. Ça, c'est l'avantage. Mais... oh là là. Mais je veux dire... oui, vous avez le sens de l'humour, hein? Ça vient confirmer ce qu'on a dit en début d'émission. Oui, mais de toute façon, c'est des données très subjectives. Mais je veux dire par là que les très belles femmes, il y a toujours un a priori du « elle a dû coucher pour en arriver là ». C'est ça ce qui est dramatique. On n'a pas le droit d'être belle et intelligente. Ouais. Donc ça me choque profondément. Et je ne sais plus si c'est François Giroud. Ah oui, François Giroud qui avait dû dire... une grande battante. On arrivera... on aura atteint l'égalité homme-femme lorsqu'à un poste très important, on aura nommé une incompétente. Oui, voilà. Oui, j'ai lu ça. Oui, elle écrit ça dans un de ses livres, effectivement. Et c'est vrai que c'est troublant et en même temps, c'est tellement rempli de vérité. C'est ça. Vous êtes une femme humble. On vient d'en avoir la preuve. Moi, je sais que vous avez sauvé un bébé dernièrement. Et ce n'est pas le seul être humain que vous avez sauvé. Et à chaque fois, vous ne reconnaissez pas que vous n'êtes pas capable de prendre cette reconnaissance. Vous dites, oh non, c'est un travail d'équipe, oh non, mais ce bébé-là, j'aimerais que vous me parliez parce que vous devez prendre des décisions rapidement en urgence. C'est ma job. Oui, voilà. Mais il y a des décisions qui sont plus difficiles ou dramatiques. Oui, mais il faut la prendre sur le coup. On ne se pose pas ce genre de questions-là. On fait ce qu'il faut, on a appris, on a été briefé pour faire ce qu'il fallait à ce moment-là. Mm-hmm. Et tout seul, on ne peut rien faire de toute façon. C'est pour ça que c'est forcément un travail d'équipe. Et d'ailleurs, il y a des choses à redire, et certaines ont été redites sur la prise en charge de ce gamin-là. Le principal, c'est qu'il aille bien, et c'est ça le principal. Mais c'est... Il y a ça, et puis il y avait aussi un patron qui une fois m'avait adressé la parole pendant mon internat, parce que ça c'était un autre débat, qui m'avait dit, tu vois, Dieu 1, Delphine 0. Ben oui, j'ai aussi appris qu'on ne pouvait pas sauver tout le monde. Ouais. Et qu'il y a ce que l'on fait, mais il y a aussi ce que le patient veut qu'on fasse, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire, je peux donner tous les efforts du monde, moi, si le patient, lui, ne veut pas guérir, je ne pourrais pas faire grand-chose. Vraiment? Ah, sincèrement, oui. Après, certains y croient ou pas,
Ouais. Moi, je l'ai constaté à maintes reprises. Avec votre pratique. Avec ma pratique. Mm-hmm. C'est pour ça que à même énergie déployée Oui. pour la prise en charge, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et comment vous vous sentez si vous en échappez? Hein? Très mal. Très mal, mais après, heureusement, ça m'arrive pas. J'ai eu énormément de chance de ce côté-là. La chance. L'humilité. Non, la chance. C'est... Je pense qu'il y a de la compétence aussi, puis il y a de l'expérience de prendre justement les bonnes décisions. Oui, et aussi savoir dire dès le départ qu'il est parti. Et voilà, c'est pas... Les personnes qui sont parties autour de moi, souvent, c'est parce que quand on arrivait, on constatait que c'était déjà trop tard. Fabriquer des légumes, c'est pas mon truc. Non. Oui, et des fois, s'abstenir, ça peut être la meilleure des décisions aussi. Mm-hmm. Il y a le serment d'Hippocrate qui dit quelque chose du genre « À exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. » Alors, je crois que vous, quand vous êtes dans des parties de famille ou quand vous êtes entre amis, vous avez une espèce de responsabilité qui est en vous, hein, de prendre les gens en charge puis d'écouter les problèmes de santé de tout le monde. Est-ce que c'est pas une charge mentale très lourde? Il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, au fait, mon petit bouton, est-ce que tu penses que... » voilà, ça fait partie de la job comme... je sais pas moi, peut-être que... C'est Mario Dumont, l'analyse politique, ou je pense que quand ils sont avec des copains, on doit forcément leur demander qu'est-ce que tu penses de... voilà. Effectivement. Donc ça vous suit partout. Ça suit partout. Après, oui, j'ai une forme de responsabilité vis-à-vis de mon entourage. Ouais. Et dites-moi juste en quelques mots, l'accès, qu'est-ce que vous pensez du thème délicat de l'accès à l'aide médicale à mourir? C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que imaginez, il faut juste se mettre à la place de la personne qui demande. C'est-à-dire il ou elle a tellement de douleur, de souffrance morale, physique, que tout a été essayé, il ne reste plus que cette issue-là. Et donc, cette issue-là, parfois on me demande d'aider pour trouver un abord veineux. Et oui, parce que c'est hors de question qu'on retarde le soin pour cette personne. Docteur Delphine Plassard, je vous ramène en 2022, alors que vous avez fait un voyage dans le monde sous-marin. Vous avez réalisé un grand rêve. Parlez-nous rapidement de cette expérience. Oui, effectivement, en 2022, je me suis fait opérer de mon premier genou. Et j'avais ramené mon casque de réalité virtuelle de la SFAR 2022, donc le congrès de la Société française d'anesthésie et réanimation. Et donc, pendant que j'étais gelée pour ma prothèse, et pendant qu'ils étaient en train de scier, marteler tout ce qu'il fallait là pour que je puisse maintenant marcher avec mes beaux genoux nœuds, moi j'étais en train de nager en compagnie d'une magnifique petite tortue lutte au milieu des coraux, au milieu des dauphins, des poissons multicolores, des algues magnifiques. Et au bout j'entends Rebecca qui dit durée de garrot 63 minutes, et là c'est comme si je me réveillais en disant 63 minutes, alors que moi j'avais l'impression que ça faisait un quart d'heure qu'ils avaient commencé. Oui. J'étais bien relax, la vie est belle, formidable. Avec le casque de réalité virtuelle. C'est ça. Et là, ça vous a donné l'idée de l'instaurer à l'hôpital de Matane. J'ai profité, j'avais vu ça, donc j'avais adoré le concept quand je l'avais vu au congrès. Et puis, sachant que j'allais me faire opérer, je m'étais dit, je suis supposée avoir potentiellement une prise en charge de douleur ou
ou même émotionnel à faire après ma chirurgie. Donc, je vais me le prendre pour moi, puis si ça marche, tant mieux. Et puis, comme j'ai constaté que ça marchait, je l'ai fait essayer déjà aux gens qui venaient me voir pendant mon hospitalisation, y compris d'ailleurs la directrice de la fondation de l'hôpital qui a trouvé ça très chouette, effectivement. Et puis, et ça permet d'amener une certaine forme d'apaisement, parce que quand on met un pied à l'hôpital, faut être clair, c'est jamais agréable. Ah oui, si on a le choix entre venir à l'hôpital ou au resto, tout le monde est d'accord pour dire que le resto, c'est plus cool. Oui, quoi. clairement, oui. Donc, on s'entend sur ça. Voilà. Et donc, si on peut rendre moins traumatisante cette expérience, les gens seront plus faciles à soigner la fois d'après. Et c'est pour ça que j'avais proposé... en prenant celui que je m'étais acheté pour moi, je l'ai proposé à mes patients petit à petit. Et puis, c'est comme ça que j'ai gagné l'adhésion de mon équipe infirmière. Je leur ai fait essayer, à titre personnel. Et certains ont tout de suite adhéré. Et d'autres qui sont plus réfractaires, parce que c'est vrai que comme c'est de l'hypnose au travers d'un casque de réalité virtuelle, le rythme peut être un petit peu lent. Alors, pour les gens qui ont une tendance... hyperactive, ça peut être trop lent. Oui, ça va passer vite. Et j'ai une couple de patients qui me disent, t'as pas un match de hockey à la place? Non, désolé, parce que le but, c'est de la relaxation, le hockey pour relaxer. Ouais, chez certaines personnes, mais pas chez toutes, quoi. Et, mais par contre, ces mêmes personnes-là ont vu sur certains patients, notamment avec mon collègue dentiste avec lequel on s'entend très bien, on travaille très bien en binôme parce qu'on communique. Et avec moi, justement, parce qu'on a cette communication, parce qu'on a cette facilité de contact, on arrive à traiter des enfants autistes, des enfants trisomiques, des enfants obèses morbides, juste avec l'hypno-VR, le casque de réalité virtuelle. Et il fait aussi d'excellente anesthésie locale, ce qui aide énormément. Est-ce que vous avez découvert ça pour justement les jeunes qui ont trisomiques, autistes? Est-ce que vous avez découvert que ça les calmait particulièrement ou vous le saviez? C'était proposé au Congrès comme étant une aide potentielle, mais on l'a trouvé tout de suite. À la première utilisation, pour eux, c'est rassurant. C'est-à-dire que ça enlève, pour les autistes et puis les trisomiques, ça enlève tout ce côté extrêmement anxiogène de l'hôpital. Et donc après, en y allant avec douceur, ces patients-là ont juste besoin de douceur et de temps. Après, j'ai le luxe, et c'est pour ça que j'adore la pratique à Matane, j'ai le luxe d'avoir le temps de m'occuper de mes patients. Et parlant de douceur, Delphine Plassard, je vous ramène à cet homme dont vous avez réalisé le rêve, le patient qui voulait voir l'Irlande 2 jours avant sa mort. C'est un patient qui avait reçu, le pauvre, un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, donc avec une espérance de vie entre 3 et 6 mois, malheureusement pour lui. Et qui avait rêvé toute sa vie de faire un voyage en Irlande. Et ayant entendu parler des casques de réalité virtuelle, le CHSLD de Matane, où sont maintenant les soins palliatifs, m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose. Et là, pas avec le casque HypnoVR, parce que c'est de l'image fabriquée. Donc, ça ne rentrait pas dans ce casque-là, dans ce contexte-là. Mais moi, j'ai aussi un casque de réalité virtuelle, et j'ai fait une recherche justement pour essayer de trouver des paysages d'Irlande. Et donc, je suis allée au CHSLD et je lui ai prêté mon casque pendant une demi-heure. Et ce qui a été chouette, c'était de le voir, cet homme-là qui se promenait dans ces paysages d'Irlande pendant une demi-heure. Et d'ailleurs, les soignants se sont rendus compte que c'est marrant, il utilisait des muscles qu'il avait oublié d'utiliser depuis des mois. En bougeant la tête, en bougeant le cou, en regardant comme ça. Et ça a donné l'idée aux soignants d'essayer justement d'obtenir des casques pour ouvrir une fenêtre sur le monde de ces personnes de CHSLD. Et vous m'ouvrez une fenêtre aussi sur ma prochaine question qui était, croyez-vous que justement parce que on atténue l'angoisse, on facilite, il y a une rapidité de guérison, ou pas pour cet homme-là, on s'entend, mais il y a quand même, il utilisait des muscles qu'il n'utilisait pas avant, il y a quand même quelque chose qui pourrait ressembler, je dis ça comme ça, à de la magie.
Je dis ça comme Oui, ça. oui. Mais il y a Après, quelque oui, chose de... l'hypnose a été prouvée agir sur l'anxiété à plus de 85%, agir sur la douleur à hauteur de 40 ou 85%, en fonction de la manière dont les gens répondent à ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'avais fait ce choix de casque hypno-VR pour le secteur, mon secteur hospitalier, on va dire instrumental, dans le sens où j'avais besoin qu'il y ait ce discours hypnotique pour pouvoir axer sur les soins. Parce que oui, l'image c'est bien, mais le discours hypnotique fait que les gens, s'ils sont sensibles, ils ont tous les bénéfices de l'hypnose avec. On l'utilise beaucoup pour la chimio, en urgence, la maternité, les chirurgies d'un jour, au bloc opératoire et tout. C'est quand même... À l'hôpital de Matane, il y a 5 masques. Et l'hôpital a investi, en fait, la Fondation a investi 35 000 $. Comment vous êtes arrivé à convaincre? Parce qu'on s'entend que les hôpitaux, c'est quand même un système qui, on va dire, hermétique. Comment on arrive à faire dépenser 35 000 $ à une fondation pour quelque chose qui n'est pas encore au Québec? Précisément, en ne faisant pas dépenser l'hôpital, mais la fondation. Oui. C'est une première porte. Au lieu de passer par la porte d'entrée, je suis passée par une porte latérale. Ensuite, pendant mon hospitalisation, je l'ai fait essayer le casque à la directrice qui était ouverte à l'idée, surtout après avoir essayé le casque. Et puis, il suffit d'avoir eu une expérience personnelle hospitalière pour admettre et se rendre compte que c'est pas agréable d'aller à l'hôpital. Mais quand on a toujours été juste soignant et non pas soigné, oui, il y a cette barrière. Mais une fois qu'on est passé du côté soigné, on se rend compte que, mais effectivement, telle injection peut être désagréable, telle circonstance peut être désagréable aussi. Et donc, en gagnant petit à petit, j'ai fait essayer. Et puis, j'ai montré, en l'utilisant, en le proposant à mes patients, petit à petit, j'ai fait constater aux soignants autour de moi qu'il y avait un bien-être. Et puis, on l'utilise depuis un bon moment, l'hypnose, donc qui fait partie aussi du cursus universitaire de médecine dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne et en France, et même parfois en formation complémentaire. Pourquoi ça n'arrive pas au Québec? Parce que nos décideurs n'ont pas encore trouvé l'utilité, peut-être. Docteur Delphine Plassard, non seulement vous êtes l'initiatrice de l'implantation des casques de réalité virtuelle à l'hôpital de Matane, mais vous êtes médecin, mais à part ça, on pense que les médecins n'ont pas de vie. Vous avez une belle vie active, vous avez des passe-temps, et parmi vos passe-temps, il y a la photographie. Alors, depuis quand la photo vous intéresse ou vous interpelle? Alors, la photo, j'ai toujours un peu aimé ça, mais je dirais depuis 2016. Comme disait mon père, à ce moment-là, elle se fabrique des souvenirs. En 2016, je savais que j'allais partir. Et là, j'ai commencé effectivement à prendre de plus en plus de clichés, de choses comme ça. De la France. De la France, des gens qui allaient me manquer. La France ne me manque pas, mais certaines personnes en France, oui, me manquent énormément. Oui. Et puis, petit à petit, là, en arrivant ici au Québec, j'ai une nature tellement merveilleuse que, oui, fixer l'instant, la beauté d'un coucher de soleil, la beauté de croiser un orignal, un chevreuil, un phoque. Je prie, pitié, réincarnez-moi en phoque sur le rocher dans le Saint-Laurent, ça serait génial.
C'est vrai, ils ont tout. Ils ont la bouffe à proximité, ils ont pas de prédateurs. Oui, quand même un peu, non? Ouais, pas tant. OK, si on réautorise la chasse, ça va se discuter. Moi, mais je les envie pas, ils ont pas de jambes, hein. Ça a l'air compliqué de se déplacer et tout, mais bon. Oui, mais ça, pas de jambes, compliqué de se déplacer, je connais ça depuis bien longtemps, donc c'est pas... oui, c'est vrai, avec vos genoux. Oui. Ouais. Et donc, vous ne prenez pas, comme le trois quarts des gens, c'est-à-dire des photos avec le cellulaire, vous êtes équipé, vous avez un appareil j'ai investi dans un bel appareil. J'avoue que j'ai été à une merveilleuse conférence photo de Sophie Thibault qui m'a expliqué pourquoi elle avait choisi tel appareil plutôt que tel autre. Et j'avoue que depuis que je me suis coupé un bras, non, j'exagère, j'ai largement les moyens d'acheter mon appareil photo. Mais avec celui-là, j'ai vraiment envie de progresser. Et je me régale à chaque fois que je sors. Non, c'est un vrai bonheur. Qu'est-ce que la photographe voit que le kidam ne voit pas? Je ne sais pas si le kidam ne le voit pas, mais moi, c'est vraiment ça. C'est fixer la beauté du moment, en tout cas. C'est ça ce que j'ai envie de faire. Je suis tellement émerveillée par ce que je vois autour de moi que là, je viens de passer un peu plus de 24 heures en Acadie et j'ai croisé des hérons. J'ai croisé un faucon sur son nid là-haut qui m'a dit « T'approches pas ». J'ai dit « Ouais, ok, Coco, j'ai compris, je m'accrocherai ». Mais un coucher de soleil différent d'une autre. Parce que là, il y avait le Québec justement qui faisait l'ombre. Oui. Mais... c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est tellement beau. On est tellement dans un beau pays ici. Et vous avez dit, oui, ça c'est vrai. Et vous avez dit, j'aime photographier la nature parce qu'on la maltraite. Ouais. Je peux pas m'empêcher de faire le pont avec votre travail de médecin, que vous n'aimez pas la souffrance. Donc, il y a vraiment, ça se transporte dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Moi, j'ai grandi à l'ère de pollution maximum, les années 70. On n'avait pas atteint le pic de l'industrialisation, mais le mouvement écologiste en tant que tel n'existait pas. C'est-à-dire les générations d'avant moi sont nées, ils avaient encore mangé des légumes du jardin qui n'avaient pas été poussés aux engrais, aux pesticides, insecticides et consorts. Ma génération, on a eu droit à tout ça. On a eu droit aux poulets aux hormones, on a eu droit au bisphénol A dans les biberons, etc., etc., etc. Donc, à mon sens, mais j'espère être très pessimiste, on a atteint le pic d'espérance de vie de l'être humain parce que justement, les générations qui sont nées après vivront moins longtemps à cause de tous les polluants qu'on leur a assénés depuis la naissance, même si depuis les années, on va dire 80-90, il y a eu justement une certaine prise de conscience écologique qui, malheureusement, à mon sens, est beaucoup trop tardive. Oui. Mais après, je suis pas écolofrique, j'avoue. J'ai un char qui roule encore au pétrole, désolé. Oui. Après, je me console en disant que précisément, ce char qui roule au pétrole, il est peut-être un peu gros, mais quand je dois passer pour une césarienne code rouge à 3 heures du matin, que le déneigeur n'est pas passé, je suis quand même bien contente d'avoir un SUV. Et puis, ça me sert aussi de véhicule récréatif, donc... Oui, voilà. Parce que vous aimez faire du camping. J'adore ça, moi. Vous aimez faire de la pêche. Oui. Vous aimez faire de la motoneige. Aussi. D'ailleurs, j'ai appris que vous siégiez sur le conseil d'administration du club Les Amoureux de la motoneige de Matane. Eh oui, ils m'ont demandé, j'ai pas su dire non pour changer. Et puis, vous avez le temps? J'ai le temps. C'est ça le luxe d'être à Matane, c'est que j'ai effectivement le temps et c'est pour ça que c'est merveilleux. Et je sais que vous adorez l'hiver. Quels sont les bienfaits de l'hiver pour vous? Surtout l'hiver ici au Québec et à Matane en particulier, justement, on peut aller jouer dehors. Moi, j'ai connu jusqu'à mes 45 ans que des hivers mouillés à la française. Ouais. Quand il pleut, on fait rien. C'est parce que même si on va dehors, au bout de 3 minutes, on est complètement congelé jusqu'aux os, on est trempé, on peut plus rien faire, on n'est plus étanche de nulle part. Alors qu'au moins au Québec, oui, il y a des tempêtes de neige, oui, il peut faire froid, mais ça, c'est pas grave, il suffit de se couvrir. Et c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, c'est... Waouh, quoi! C'est magnifique. Et vous faites aussi du tir à l'arc, hein? Je sais tout, hein? Oui. Parce que ça s'apparente un peu plus à mon ancienne vie, même si là, il faut que je passe après voir mon ami président du club des archers de Rimouski pour récupérer une coupe de flèches parce que j'en casse encore beaucoup, malheureusement. Mais Vous avez fait des compétitions? J'ai fait l'équivalent de 15 championnats de France, effectivement, de tir à l'arc en catégorie senior-femme tir libre, que ce soit en tir individuel ou par équipe. J'ai fait ce qu'on appelle le nature, c'est-à-dire en fin de compte des photos d'animaux zonés, et puis du 3D, c'est-à-dire en fin de compte une représentation animalière
3 dimensions en mousse. Mhm. Comme ça permet de tirer des animaux sans en tuer un seul et ça me plaît bien. Voilà, donc on est toujours dans la protection, donc on ne veut pas blesser les animaux. On va à la pêche, puis on espère que ça ne morde pas. C'est ça, c'est bien d'avoir les jambes dans l'eau juste et puis de faire le mouvement de pêcher, mais si on peut épargner le saumon, c'est très bien. Évidemment, on comprend que vous êtes passionné de la nature, vous êtes passionné du fleuve, vous êtes passionné du grand air. Je présume que vous ne voyez pas un retour en France aussi. Je pense que la situation politique vous affecte quand même présentement, ce qui se passe. Je regarde ce qui s'y passe en France. Ça m'attriste d'avoir eu raison. Ce qui se passe actuellement, c'est ce qui m'a fait partir effectivement en 2015. Parce que, outre le fait que la situation que je connaissais à mon hôpital, je l'ai rencontrée, j'ai eu la confirmation que c'était celle que je rencontrerais dans les autres hôpitaux. Plus petit, la situation était déjà avancée. Plus gros, la situation allait arriver. Mais cette potentielle instabilité politique était malheureusement prévisible vu les 30 ans de non-gouvernement possible. Merci beaucoup, Delphine Plassard, pour cette précieuse rencontre et je vous souhaite que vous obteniez votre citoyenneté rapidement. Alors, merci à toute l'équipe. Émile Clouet, Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici, Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.